Alors dans ce qu'on va se raconter aujourd'hui, première partie consacrée à une revue de presse des sondages. On va regarder ensemble ce que l'IFOP a publié au cours des 10-15 derniers jours. En deuxième partie, nous recevrons Marie Févrat et Chloé Tegny du pôle corporate de l'IFOP, en fait, qui réalisent des enquêtes pour les entreprises, voire au sein des entreprises, et qui vont nous parler des différentes trouvailles qu'elles ont faites ces derniers temps sur le rapport des Français au travail, qui a beaucoup changé. Troisième rubrique, Désintox avec Paul Sébille qui va nous rejoindre. Désintox, voilà, pour revenir sur les idées reçues à propos des sondages, différentes choses qui ont pu être dites. On a beaucoup qui ont été dites ces derniers jours. Alors, revue de presse des sondages, j'ai envie d'aller sur celui que je connais le mieux à froid, baromètre de l'élection présidentielle. Alors, plusieurs choses à dire là-dessus. Il ne vous a pas échappé que depuis un certain temps, on fait beaucoup de sondages sur la prochaine élection présidentielle où on demande tout simplement aux gens pour qui ils voteraient. J'attire votre attention sur le fait qu'on leur pose la question « Et si dimanche prochain avait lieu l'élection, pour qui vous voteriez parmi les clampins suivants ?» C'est comme ça qu'on fait un sondage d'intention de vote. Jamais on ne demande aux gens, 6 mois avant une élection, pour qui vous voterez dans 6 mois. Parce que la personne va nous dire « Vous êtes marrant, vous, mais j'en sais rien, moi, pour qui je voterai dans 6 mois, puisque énormément de choses peuvent se passer, puisque tous les candidats ne sont pas déclarés, etc. » Petite mise au point, un sondage d'intention de vote n'est qu'une photographie à l'instant T d'un rapport de force politique, et n'est en aucun cas une prédiction, puisqu'encore une fois, les gens, ils peuvent se faire leur avis entre-temps, ils peuvent changer d'avis, il peut se passer tout et n'importe quoi dans la campagne, un candidat peut être mis en examen parce qu'on lui a offert des costards, c'est arrivé. Donc voilà, Booba92 Lazy, un sondage non publié, ça coûte le même prix qu'un sondage publié. Oui. Là pour le coup, on vous facture pas de choses, comment dire, de services spécial. Non, un sondage publié ou non publié, ça coûte la même chose parce qu'on fait la même chose, hein, grosso modo. Limite, on peut vous facturer un peu plus le sondage publié s'il y a une aide à la communication qui est une prestation à part entière, mais grosso modo, c'est la même chose. Ah bah tiens, de quoi dépend le prix d'un sondage? Bam, allez, on y est. Merci Convli. Belle transition. Le prix d'un sondage, ça dépend de plusieurs choses. D'une part, ça dépend de quelle population vous voulez interroger. L'ensemble des Français, en gros, c'est facile. C'est-à-dire que si vous allez dans la rue, vous tendez un micro, c'est quelqu'un qui rentre dans votre cible, l'ensemble des Français. Si vous voulez interroger les gens qui gagnent plus de X milliards d'euros par jour, c'est plus compliqué de les trouver. Il y a ce premier critère de la population cible. Qui vous voulez sonder? Grand public versus population spécifique, déjà. Plus la population que vous voulez interroger est spécifique, plus ça va coûter cher, parce qu'il faut déployer plus d'efforts pour les trouver. Deuxième chose, on a dit qui on interroge, il y a combien? Interroger une personne coûte beaucoup moins cher qu'interroger 1000 personnes. Dit comme ça, c'est débile, c'est enfoncer une porte ouverte, mais vous voyez la logique de la chose. Et enfin, il y a la taille du questionnaire, tout simplement. Imaginez, je sais pas moi, on vous appelle chez vous ou sur votre portable pour vous dire est-ce que vous voulez répondre à un sondage, vous dites ouais. Si on vous fait répondre à une seule question, puis on dit au revoir, merci, bon, vous êtes content, ça vous a pas pris de temps. Si vous restez une demi-heure ou 40 minutes au téléphone, ça arrive, on essaie d'éviter mais ça arrive, vous allez avoir des abandons. Des gens qui disent au bout d'un moment j'en ai marre, vous m'ennuyez. Je m'en vais. Et du coup, pour remplacer cette personne qui est sortie du sondage, il faut en recontacter plein pour retrouver une nouvelle personne. Et donc ça fait des frais. Donc voilà. Qui on interroge? Est-ce que ces gens sont répandus dans la population? Premier critère de prix. Deuxième critère, la taille de l'échantillon. Plus j'interroge de gens, plus c'est cher. Et troisième critère, la taille du questionnaire. Plus mon questionnaire est long, plus je prends du temps aux gens, plus c'est dur de les garder, et plus, évidemment, ça coûte cher. Tiens, une autre question. Tant qu'on parle de prix, est-ce possible d'avoir une fourchette grosso modo de prix facturé d'un sondage? Non. Non, ça va pas être possible. Non, je vais vous donner juste une indication que j'ai déjà donnée publiquement, qui est que pour un sondage réalisé par Internet, une question simple posée à l'ensemble des Français, un échantillon de 1000 personnes représentatives de l'ensemble des Français majeurs, une question comme ça, c'est moins d'un SMIC, c'est largement moins d'un SMIC. Je ne peux pas vous donner de grosses fourchettes de prix parce que, en fonction de tous les paramètres qu'on a évoqués tout à l'heure, ça peut varier énormément. Et puis pour des raisons concurrentielles, c'est-à-dire que les confrères et rivaux, on se regarde un peu les uns les autres et on guette. Et si on voit que l'un fait tel prix, on va aller voir ses clients et dire moi je vous fais 1 euro de moins. Des fois ça se joue à pas loin. Je veux dire 1 euro, mais voilà. Voilà, on va éviter de dire trop de choses. D'ailleurs, je lance un petit peu une bouteille à la mer. Les fidèles, n'hésitez pas à revenir prochainement parce que je pense qu'on va tenter quelque chose, c'est réaliser un sondage tous ensemble. Voilà, là je commence à parler de cette initiative, je ne sais pas quand on le fera, mais l'idée c'est que avec le chat, voilà, les fidèles de Datadate, merci à tous, et puis n'hésitez pas à appeler d'autres gens s'ils ont des idées.
à nous rejoindre. On se fera une séance où ensemble, voilà, le chat, on sera à l'écoute et puis vous lancez un thème, vous dites tiens on aimerait faire un sondage là-dessus, on raffinera la question et puis ensemble on va construire une question de sondage, ensemble, Twitcher du dimanche, bonne idée j'ai des propositions, Chipo merguez, j'imagine, je la vois venir, parce que j'ai de la mémoire. Voilà. Donc baromètre de l'élection présidentielle, qu'est-ce qu'on en retient? Hop, on va afficher des graphiques, ça va être un peu plus... Ah non, il n'y a pas de graphique, c'est le rapport Word. Récapitulatif des intentions de vote. Tiens, ça c'est intéressant. Hop, tout tient dans la fenêtre, c'est magnifique. Voilà, Xavier Bertrand à 13%, donc en avance sur ses rivaux, mais les fois d'avant, on mesurait, je crois qu'en dessous c'est la page Bertrand. Voilà, là c'est que l'intention de vote Bertrand, ça c'est la dernière qu'on a mesurée, et avant c'est d'autres fois, des fois précédentes. On a mesuré, et on voit que Bertrand était plutôt autour de 15, et là il descend à 13. Mauvaise nouvelle pour le candidat Bertrand. Donc il est devant ses concurrents, c'est bien pour lui, mais il est en baisse. En termes de dynamique, il est en baisse et surtout, il est, en retrait d'une Marine Le Pen qu'on crédite de 16% dans cette hypothèse et d'un Éric Zemmour qu'on crédite à 17%. Je ne parle même pas d'Emmanuel Macron à 25%. Donc le second tour, c'est compliqué. Si on regarde ses rivaux, Michel Barnier crédité de 10 points, il commence par rapport aux fois d'avant, il était à 10 la dernière fois aussi, et en dessous encore avant. Donc là, ce qu'on relève, c'est que dans le temps, Michel Barnier est sur une dynamique ascendante qui se stabilise ici, alors que sa rivale Valérie Pécresse, je crois qu'on l'a mesurée des fois à 12, à 10-12, et que là, elle baisse, elle est à 9. Elle, par contre, elle subit une dynamique descendante, défavorable. Et ça, on le voit d'ailleurs, c'est que dans ces sondages, on teste des hypothèses, les gens nous répondent ce qu'ils ont envie de nous répondre, ce qu'ils ont envie de voter. On affiche ces chiffres-là, on dit, les gens, ils disent tant de pourcents pour un tel, tant de pourcents pour un tel, tant de pourcents pour un tel. Et voilà, et ça provoque forcément des débats, et on voit que la campagne de Valérie Pécresse, pourquoi Valérie Pécresse elle baisse aussi, c'est que sa campagne elle rame un peu. À comparaison, toutes choses égales par ailleurs, par comparaison à un Michel Barnier, qui se fait de plus en plus dérouler le tapis rouge pour participer à des émissions, etc., et gagner en visibilité. Et il fait plus parler de lui. Donc voilà, forcément que ce qui se passe dans la politique, en termes de campagne, parce qu'on est en campagne, ce qui se passe en politique a des conséquences sur les gens, car les gens ils voient ce qui se passe, plus ou moins, et donc a des conséquences sur leur réponse. Parce que s'ils voient plus Barnier, oh Barnier est beau, Barnier est magnifique, il y a plus de gens qui vont dire je vais voter pour Barnier. Et si Valérie Pécresse fait une campagne où on dit bouh, elle est pas terrible, forcément qu'elle va baisser. Et voilà, et nous sommes, alors je suis un peu coupé mais c'est pas grave, nous sommes avec Marie, tu commences? Oui, donc Marie Févra, bonjour à tous. C'est la première fois qu'on intervient sur le Twitch, nous donc on est l'équipe Corporate, et donc moi j'ai rejoint l'équipe Elifop il y a un an, un peu plus d'1 an maintenant. D'accord, tu travailles dans les sondages depuis combien de temps? 2 ans, donc avant j'ai fait une alternance d'1 an à Ipsos, au Corporate aussi. Voilà. Ok. Chloé? Et moi, Chloé Tenny, donc je travaille aussi avec Marie en tant que chargée d'études au pôle corporate du département opinion, et auparavant j'étais en alternance en tant que chargée d'études marketing chez BVA. Vous travaillez au pôle corporate, c'est quoi le pôle corporate, ça fait quoi? Alors donc plusieurs thématiques, donc déjà on appartient au DOSE. Département opinion et stratégie d'entreprise, voilà. L'opinion. L'opinion, et seulement donc quand on parle du DOSE on pense souvent beaucoup à l'actualité, les sondages politiques, les intentions de vote. Et nous, c'est plus spécifique sur le monde de l'entreprise, en fait, même les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, les associations, les universités. Donc, on a différentes thématiques. Donc, d'abord, en termes de corporate, l'image, la notoriété. Donc, voilà, des entreprises qui font appel à nous pour évaluer leur image auprès du grand public ou auprès des salariés, des cadres, des actifs. On a différentes cibles. Ensuite, on a un deuxième volet qui est plus des enquêtes de climat social, où là, c'est des entreprises qui veulent interroger leurs salariés, les parties prenantes, etc. Voilà, les deux principaux volets. Oui. Tu veux compléter, ouais. Pour préciser peut-être un petit peu le climat, ce qu'on appelle climat interne, qui est un nom quand même un petit peu barbare, c'est plutôt prendre la température au sein des entreprises, du rapport au travail, de la satisfaction par rapport au travail, des relations qu'on peut avoir avec son manager ou avec ses supérieurs hiérarchiques, sa motivation au travail, d'autant plus là avec la période du Covid qui a quand même pas mal bouleversé cette partie-là, entre guillemets, de la société des actifs. Donc en gros, ce que vous proposez, c'est de faire le boulot que fait pas le management en fait dans les entreprises.
si je peux résumer. C'est-à-dire qu'on peut se dire que C'est un peu grossier. le management dans une boîte, il est censé savoir si les gens sont contents ou pas. Disons qu'on apporte des clés de lecture justement pour améliorer un petit peu l'expérience en entreprise et puis justement se faire un petit peu le lien, interroger justement les directeurs ou les dirigeants sur des problématiques que les salariés n'osent pas forcément faire remonter directement aux supérieurs. Et puis ça permet aussi parfois de développer des thématiques comme la RSE, donc la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, et donc de pouvoir faire émerger de nouvelles thématiques et un nouvel engagement dans lequel l'entreprise prend part dans la société. Pour le coup du pôle corporate au sein du département opinion, c'est justement ici, à l'IFOP, que le pôle corporate fait partie du département opinion, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres instituts. Ouais. C'est une matière à part dans d'autres instituts. Oui, c'est ça. Oui. Et là, du coup, l'avantage qu'on peut avoir à faire de l'expertise corporate au sein du département opinion, c'est qu'on traite à la fois des problématiques, comme on l'a évoqué, de climat interne et qui sont spécifiques aux entreprises, mais on a aussi tout un volet grand public où on fait aussi des enquêtes d'opinion classiques, comme peuvent les faire le pôle actu, mais sur des sujets également reliés à l'entreprise, aux enjeux des ressources humaines. Oui, c'est ça, des enquêtes plus conjoncturelles en fait. Oui, sur de l'emploi, la sortie de crise, l'insertion professionnelle, le Covid surtout. Là, vous avez eu beaucoup à bosser avec la crise sanitaire, forcément. Ouais. Puis on a repéré des nouvelles tendances et tout, donc ouais. Mais quelles nouvelles tendances Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Très très spontané comme transition. Actor studio, forcément. Eh bien c'est vrai que du coup par rapport à la crise sanitaire, pour ma part depuis que je suis arrivée depuis mai, on a eu quand même beaucoup à travailler sur les sujets relatifs à la mise en place du télétravail et de la relation au travail qui a été profondément modifiée depuis maintenant 1 an et demi. Et donc ça a constitué quand même une grande part de notre expertise, donc à la fois des études où on pouvait interroger les dirigeants et les salariés d'un autre côté, ou des fois 2 volets joints dans une étude, c'est-à-dire qu'on faisait une espèce de double étude où on interrogeait à la fois les entreprises et les dirigeants sur la mise en place des mesures sanitaires, du respect des gestes barrières, de l'accompagnement qui a pu être proposé aux salariés en termes de santé, et d'un autre le ressenti des salariés, notamment vis-à-vis de leurs conditions de travail, de la réorganisation que ça a pu engendrer, de la présence sur site ou justement à distance, et puis l'auto-évaluation du moins de leur performance, de leur productivité, de leur morale, qui a pu être impactée justement par cette période qui a quand même fortement contribué à isoler les salariés des entreprises. Et c'est vrai que c'est quand même un enjeu important, surtout là, à l'aune de 2022 et de tous les enjeux qui vont s'y dérouler avec la présidentielle. C'est qu'on voit quand même qu'il y a eu des profondes mutations dans la société, notamment par rapport au mode de travail, du fait de la mise en place du télétravail. Et ça concerne surtout les jeunes salariés qui du coup maintenant, et puis en plus je me sens d'autant plus concernée puisque j'ai commencé aussi le travail dans ce rapport un petit peu distant avec l'entreprise, puisque j'étais en 100% télétravail auparavant, où finalement on aspire maintenant à revenir dans les locaux parce que les jeunes salariés sont ceux qui ont le plus souffert finalement de l'isolement, du fait d'être mis en télétravail, mais c'est aussi ceux qui sont de plus en plus friands ce qu'on appelle le flex office, c'est-à-dire de pouvoir un petit peu partager son temps de travail entre du présentiel qui permet de préserver le lien collectif de l'entreprise, le lien social avec les collègues, etc. Et d'un autre côté, 2 à 3 jours par semaine en moyenne, c'est ce qui est le plus privilégié, il me semble. C'est ce qui ressort. Ouais. Voilà, la fréquence idéale de télétravail, en tout cas, pour permettre quelque part une coupure et puis une autre façon d'organiser sa journée aussi, moins de temps dans les transports notamment, et puis un petit peu plus de temps du moins pour réaliser des tâches annexes quand on a fini la journée. Alors, je me pose une question, pas du tout innocente. Qui c'est qui télétravaille? Parce que là, tu commençais à nous introduire les gens, ceux qui veulent, après la crise sanitaire, ceux qui sont pour continuer sur ce mode-là et tout. Mais est-ce que tout le monde, pendant la crise, a été en télétravail ou pas? Non, mais ça, c'est une bonne question. Et pour le coup, c'est une alerte un peu qu'on fait, nous, souvent dans les enquêtes, parce que, bon, on ne vous l'a pas dit, mais vous aviez déjà expliqué la phase de production des enquêtes, etc. Nous, la spécificité aussi, peut-être par rapport à l'actualité, c'est qu'on fait beaucoup d'analyses, en fait, et de synthèses à la fin de nos enquêtes, souvent des synthèses de genre 5 pages,
Et dedans, on met toujours un point d'alerte quand même, qui est que le télétravail a concerné 30% des actifs en moyenne, et essentiellement des cadres en fait, donc des personnes dans les services, voilà, le commerce, la communication, mais beaucoup de cadres. C'est un peu, on peut dire, un privilège de cadre en fait, parce que voilà, les ouvriers, les employés, il y a des activités, des secteurs qui s'y prêtent beaucoup moins en fait. Voilà, parce que ça c'est vachement en contraste avec quand le confinement est arrivé, on a eu notamment beaucoup dans les médias l'impression que toute la France était en télétravail, voire en chômage partiel. Donc, voilà, il y a des gens qui nous ont dit quelle occasion formidable de lire, regarder, découvrir, apprendre à jouer des instruments, j'en sais rien. Enfin voilà, des gens qui étaient en mode de reconversion quasi spirituelle parce qu'ils avaient plein de temps et qui s'ennuyaient. Et on avait l'impression, avec une certaine couverture médiatique, que ça concernait tout le monde. Alors que toi, quand tu continues à bosser, même en télétravail, voire quand toi tu continues à bosser sur site, voire encore plus au contact des gens dans les dans la santé ou voilà, dans la santé, voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc ça me semble intéressant de rappeler que pendant la crise, tout le monde n'a pas télétravaillé, loin de là. Mais qu'en tout cas, c'est une pratique qui s'est développée à cette occasion. Oui, qui s'est fortement généralisée, au moins pour 30% des actifs, quoi. Donc quand même près d'un tiers des actifs en France. Ouais, puis on le voit bien là que de plus en plus d'entreprises aussi prennent des mesures en réaction à ça, que le télétravail a des chartes de plus en plus, de 2 jours par semaine, 1 jour par semaine. En fait, même des entreprises très rétractaires au télétravail de base sont obligées de s'y mettre petit à petit, parce que même dans les entretiens d'embauche, en fait, c'est ça. Lors des candidatures et tout, il y a beaucoup de personnes qui disent en fait est-ce qu'il y a des jours de télétravail, etc. Enfin, c'est vraiment une attente des actifs en ce moment. Donc, c'est là qu'on voit que justement la période de crise sanitaire a quand même profondément modifié la relation au travail, et puis l'effacement aussi un peu de la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle, du fait que parfois quand on est en télétravail on est un peu amené à concilier les deux. Et puis ça se rejoint aussi dans le fait que, dans pas mal d'études qu'on a l'occasion de mener, on observe que hormis le poste et le lieu de travail, ce qui va compter, c'est aussi l'environnement et le quartier dans lequel s'insère l'entreprise. Et les jeunes sont très friands de ça, c'est-à-dire que, encore une fois, ça concerne quand même une partie qui est plus une partie des actifs qui est plutôt dans les services et qui fait des travails entre guillemets de bureau. Mais on voit qu'il y a aussi des attentes en termes de quartier, à savoir est-ce qu'il y a une salle de sport pour pouvoir aller faire du sport entre midi et 2, du fait qu'on ait perdu un petit peu du lien social, hormis la sphère professionnelle, on a tendance aussi à vouloir avoir un lieu où on peut pouvoir aller boire des verres le soir avec les collègues, et donc du coup la vie de l'entreprise intègre de plus en plus la vie personnelle en fait des salariés et des dirigeants, et donc en cela on voit que les modes de travail ont dû quand même être assez repensés depuis 1 an et demi. Mais dans les attentes des salariés, dans la pratique, ou les deux? Les deux. C'est-à-dire qu'on a des attentes notamment en termes de télétravail, de flexibilité, des choses qui peuvent être des jours de télétravail qui peuvent notamment être inscrits dans les contrats de travail, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais on observe aussi, on a des mesures précises, même si là on n'a pas les chiffres en tête, qui montrent qu'il y a des salariés qui ont pu, dans le choix d'une entreprise, l'environnement du quartier et des activités qui peuvent s'y développer autour constituer un facteur déterminant du fait de vouloir venir travailler dans cette entreprise précise. Vous avez une question de Bouba92. Est-ce qu'au contraire, certaines entreprises sont devenues plus frileuses au télétravail après le confinement, puisque vous disiez justement qu'il y en avait que du coup c'était devenu habituel. Est-ce qu'il y a eu l'effet inverse? Est-ce que vous l'avez mesuré? Alors on n'a pas d'enquête précise là-dessus. C'est plutôt un consensus justement que les entreprises qui peuvent télétravailler le font. Mais surtout qu'elles le faisaient, elles étaient très peu à le pratiquer auparavant. Oui, voilà. Donc c'est pas forcément une question qui s'est posée de restreindre la pratique du télétravail. Mais on avait réalisé une enquête, je crois, pour une agence de communication, où justement ils voulaient estimer ça. De mémoire, ça devait être en mai, à la sortie justement du déconfinement, le 3e, on en était rendu à ce moment-là. Et c'était les managers, c'était auprès des managers et des salariés, donc non managers, donc un regard croisé. Et on leur avait dit, donc auprès des managers, est-ce que vous acceptez les demandes de télétravailler plus et de télétravailler moins? Et en fait, c'était assez équivalent. En fait, il n'y avait pas de différence. Donc les managers étaient plutôt pour le télétravail, et les personnes, justement, parce qu'il y en a aussi, ça se joue pas forcément au niveau des entreprises, c'est aussi les personnes, notamment les personnes âgées. En fait, il y a un gros clivage générationnel qui disent en fait, moi j'ai pas envie de télétravailler, j'ai envie de venir 5 jours sur site, j'ai envie de venir voir mes collègues, travailler, c'est là où je suis le plus efficace, etc. Et pour eux, en fait, les anciennes générations, il n'y a pas vraiment moyen en fait
de travailler de chez eux. En fait, c'est pas comme ça qu'ils conceptualisent le travail. Et donc voilà, en fait, ça se joue pas forcément au niveau des entreprises, mais aussi au niveau des choix individuels. Et dans cette enquête, en tout cas, les managers étaient assez flexibles là-dessus. Et voilà. Oui, d'ailleurs, Après, on peut voir un peu 3 blocs, entre guillemets, de salariés types, c'est-à-dire qu'on a les jeunes d'un côté qui sont très flex-office, mais qui, paradoxalement, sont aussi ceux qui ont le plus souffert du sentiment d'isolement du fait de la crise sanitaire et du passage au télétravail, parce qu'ils étaient amenés à connaître, à découvrir le monde de l'entreprise à distance. En parallèle, on a ces plus âgés qui, eux, n'ont jamais fait ces pratiques de flex office et qui, du coup, sont un petit peu plus réfractaires à l'idée de pouvoir travailler à distance et qui aiment le concret, le papier, le lien social, toute la vie d'entreprise. Qui ne veulent pas travailler chez elles, faire rentrer le travail au domicile. Qui sont beaucoup plus strictes, entre guillemets, sur l'établissement de la frontière entre vie professionnelle et vie privée. Et puis, on a une troisième catégorie qui se trouve un petit peu entre ces tranches d'âge-là, donc les jeunes et les plus âgés, qui va être les actifs de mémoire plutôt vers 35-49 ans, où eux sont un petit peu partagés. Et là, on a aussi une fracture de genre qui est à relativiser parce que c'est quand même pas observé dans toutes les études que l'on peut faire, mais qui montre que les femmes ont été aussi celles qui ont été le plus en télétravail ou qui, du moins, tendent à vouloir le conserver un petit peu plus que les hommes, du fait de toutes les tâches quotidiennes qui peuvent être un peu facilitées par le fait de télétravailler. Et donc dans cette entre guillemets, aspiration accrue des femmes à vouloir faire du télétravail, ça s'explique aussi, et notamment on peut l'imaginer, par toutes les charges domestiques et mentales. C'est du gain de temps d'organisation en fait, c'est toute l'organisation qui s'est fait depuis 1 an qu'elles ont plutôt tendance à vouloir faire perdurer parce que ça a permis de gagner en efficacité sur certaines problématiques du quotidien. Et notamment des femmes mamans en fait, mères de famille, voilà, surtout. C'est ça. Mais vous avez un différentiel assez net. Ça c'est très net, Entre les pères, les pères en télétravail et les hommes en télétravail non pères, et les mères, c'est vraiment un différentiel énorme, quoi. En fait, ça change pas grand-chose pour les hommes, quoi. D'avoir des enfants ou pas et d'être en télétravail. D'accord, il n'y a pas de différentiel chez les hommes. Entre les hommes, très peu, par rapport aux femmes en tout cas. Ça dit des choses quand même sur la société. C'est pour ça qu'on est là. Très bien. Donc ça, c'était en gros le télétravail. Pendant le confinement, on se dit tendance à télétravail. Bon, c'est plus une tendance, c'est un mouvement de fond. Est-ce que, je ne sais pas si vous voulez continuer à évoquer le télétravail, mais je me disais, en vous écoutant, que c'est vrai que pour répondre à la question de Bouba qui dit est-ce que les entreprises sont devenues plus frileuses au télétravail, aujourd'hui une entreprise qui dirait non, je veux pas de télétravail, elle court le risque de faire partir ses salariés qui vont dire attends, tu rigoles, à côté ils en font, et de plus attirer personne. Oui, surtout les jeunes actifs qui sont les plus... Les nouvelles générations qui rentrent sur le marché du travail, on peut, en tout cas dans les travaux de bureau, parce que c'est de ça qu'on parle pour le télétravail, ont des attentes qui ne sont pas les mêmes que déjà leur propre génération il y a quelques années, parce que la pratique était moins répandue, et qui n'ont pas les mêmes attentes évidemment que la génération au-dessus, qui, pour les raisons que vous avez évoquées, qui ne sont pas forcément ultra accros au télétravail. Oui, c'est une vraie différence culturelle qui s'est instaurée. Après, les entreprises s'adaptent, je pense, parce que si on met le parallèle avec la RSE ou l'égalité homme-femme, tous ces combats-là, c'est aussi les jeunes générations qui les portent et qui les veulent aux entretiens d'embauche, peut-être qu'ils foncent un peu dans le tas, entre guillemets, mais qui osent aborder ces sujets-là, et en fait, les entreprises vont être obligées de s'adapter à ça, pour, comme tu dis, en termes de marque employeur, d'attractivité des talents et tout, le télétravail, ça va devenir, encore une fois, dans les secteurs concernés, ça va devenir un incontournable, je pense. Oui, pour élargir un peu au-delà du télétravail, c'est vrai que par rapport à ces jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, on voit que les entreprises sont de plus en plus amenées à faire rentrer un petit peu de démocratie, si j'ose dire, au sein de l'entreprise, dans le sens où elles prennent en compte beaucoup les attentes des salariés maintenant. Et c'est en cela qu'elles peuvent avoir aussi un espèce de rôle politique au sens d'organisation de la société au sein de l'entreprise, à savoir la promotion de l'égalité homme-femme, de la diversité, un engagement environnemental, c'est-à-dire reverser tant de pourcents d'un chiffre d'affaires envers une cause environnementale, etc. Ça, c'est des attentes qu'ont beaucoup de jeunes salariés et qui sont de plus en plus mises en avant par les entreprises. Et on a observé aussi notamment que dans les enquêtes d'opinion grand public qu'on peut faire, quand on interroge le citoyen sur l'acteur qui leur paraît le plus à même
d'avoir un rôle déterminant sur ces enjeux-là, l'entreprise passe parfois avant l'État et les citoyens, notamment sur les thématiques d'égalité et de RSE, au sens où c'est un petit peu une structure intermédiaire qui permet d'avoir une espèce de hiérarchie et quelque chose d'organisé, sans pour autant remonter dans les grandes sphères étatiques au niveau national. C'est-à-dire que ça devient des espèces de sociétés locales et dans lesquelles on essaie de développer des politiques publiques, en tout cas à l'échelle de l'entreprise, pour favoriser l'équité, le lien social, la mixité, l'égalité et l'environnement. Donc est-ce que tu veux dire qu'à travers l'entreprise, il y aurait de plus en plus de gens en France qui ont le sentiment que, en gros, on peut changer le monde à travers l'entreprise parce que c'est un endroit où on a de l'impact. C'est un vecteur. Faire bouger les choses. Parce que ce qu'on mesure, nous, côté actu, avec les débats plus politiciens, c'est qu'il y a un grand désenchantement des Français en général et des jeunes surtout, parce qu'on parle encore d'eux, un grand désenchantement sur la puissance publique. Enfin, le fait que, en gros, l'exemple type, c'est la problématique environnementale. C'est-à-dire, ça fait X décennies qu'on le sait. Vous, les pouvoirs publics, tous, vous avez rien fait, vous servez à rien, vous êtes capable de rien, vous êtes engoncés dans vos comment dire, enfin, vous avez lâché les freins et lancé la locomotive à pleine vapeur. Donc vous, on n'y croit plus. On vote plus, parce que ça sert à rien. Parce qu'on s'estime pas représenté, et pourquoi on voterait pour des gens que depuis 50 ans, ils se foutent de notre gueule. En tout cas, je schématise et je caricature, mais c'est un mouvement qu'on voit, une espèce de désengagement du politique, parce que le politique, pour une certaine partie de la population, est discrédité. Et dans l'entreprise, ce serait le contraire qui se produit en ce moment. En tout cas, ça permet d'être un relais, une espèce de sphère intermédiaire entre justement l'organisation citoyenne et l'État au sens de pouvoir public, où justement on peut, par le biais collectif, les remontées de terrain, l'expérience directement des salariés et de leurs attentes, où on peut finalement faire progresser peut-être plus vite des idées que justement dans la sphère de l'État. Et donc, l'entreprise... devient de plus en plus un acteur, en tout cas politique, au sens d'organisation de la société et des attentes de la société. Oui, c'est peut-être un peu plus flexible aussi pour faire remonter tous ces sujets-là que justement passer par des lois, etc. Enfin, je pense que l'entreprise, ça peut peut-être évoluer un peu plus vite. Il y a des mises en place, des choses à mettre en place concrètement qui sont beaucoup plus faisables à l'échelle d'une entreprise qu'à l'échelle d'un État, inévitablement. Alors justement, je crois qu'il y a une question là-dessus, sur un truc un peu proche, entre l'entreprise et la puissance publique. Louise, tu nous... Oui, justement, c'était belle transition. C'était la question de Booba92. Est-ce que vous avez observé des différences entre le public et le privé? Donc la question, c'est sur le télétravail, mais peut-être de manière générale aussi sur le rapport au travail entre le public et le privé. Alors oui, des différences, il y en a. Spécifiquement, on les met en fait en ventilation quasiment systématique. Après, sur le télétravail en tant que tel... Il me semble que c'était moins pratiqué dans le privé, si je dis pas de bêtises, j'ai l'impression... Dans le public, pardon, dans le public. Spoiler. Mais dans la perception, etc., là, j'ai pas les chiffres en tête. Oui, c'est sûr qu'on les a. Faudrait qu'on se replonge dedans, et voilà. Mais, de mémoire, t'as moins de télétravail dans le public. Oui, t'as moins de télétravail dans le public. Ça fait écho avec ce qu'on a pu entendre, que une machinerie plus lourde, le public, moins de flexibilité, déjà d'agilité au quotidien. Donc s'il faut envoyer tout le monde, c'est pour les travaux de bureau, est-ce que les gens, c'est con, mais l'équipement, est-ce qu'ils ont un ordi fixe ou un ordi portable au travail, ça conditionne. En termes des équipements matériels qui permettent de pouvoir travailler à distance, notamment dans le public, il y avait énormément de retard par rapport au privé, donc c'est sûr que ça s'est un peu moins généralisé. Et puis aussi, je pense que dans le public, il y a peut-être, tu m'arrêtes si je me trompe, mais une partie un peu plus importante d'employés, en tout cas de salariés qui ne sont pas cadres et qui du coup sont moins à même dans leur fonction de pratiquer le télétravail. Oui. Ça peut être les postes d'accueil, je pense aux mairies, je pense aux écoles. De fait, le public était quand même un peu moins impacté par cette logique de télétravail. Et nous revoici. Paul, bonjour. Bonjour, Jean-Philippe, comment vas-tu? Très bien, on s'est parlé il y a 2 heures, donc c'est trop téléphoné, on va laisser tomber. Non, je suis content de te voir. Bien sûr. On est plus loin, d'habitude là on est très proche. On est très proche, c'est vrai que c'est toujours un peu trop proche ces trucs-là, mais bon écoute, c'est bien de tisser certains liens. Voilà.
devant le monde ses entier, collègues. Voilà, c'est devant important. le monde qui nous regarde sur Twitch. Bien sûr. Alors mon cher Paul, tu es là pour nous parler de désintox, des idées Ouais. reçues sur les sondages, Absolument. des choses qui qui sont fausses pour commencer, Ouais. et qui nous hérissent un peu quand on les voit, même Ouais, s'il faut qui- essayer d'être... Pédagogue. Voilà. Ouais, enfin, c'est plutôt l'idée que parfois c'est faux, mais que c'est une façon peut-être radicale de le dire, mais c'est une incompréhension sur les fonctionnements, ces choses-là. Alors j'ai pris quelques cas que nous on voit généralement remonter sur... c'est toujours le fil Twitter, mais pas seulement. Évidemment, il y a aussi dans les médias et dans ce qu'on entend avec les gens. Le tweet dont tu nous parlais, Voilà. je vais le lire. Enfin. Encore une fois, IFOP Opinion ne fournit pas le pourcent de personnes ne s'étant pas exprimées, indispensable pour calculer la base sur laquelle les intentions sont exprimées. C'est vrai. Avec le Figaro qui conclut que Zemmour dépasse Le Pen, je commence à ressortir une certaine lassitude. Bah, en même temps, si Zemmour dépasse Le Pen, c'est qu'il y a plus de gens qui nous ont dit je vote Zemmour que je vote Le Pen. Ouais, Pour ouais, commencer, bien sûr. déjà. Bon, hein, donc, Oui, c'est deux choses différentes. En voilà, fait. donc C'est- Rémi, s'il te plaît, sur cet argument, voilà. Mais tu disais, donc... Oui, donc je disais que ça c'est le problème, c'est que là, nous, on a fait la part de notre travail, c'est-à-dire qu'on a créé on a envoyé cette notice avec cette information qui est évoquée, qui est la pourcentage de personnes qui ne s'étaient pas exprimées. Donc c'est pas forcément des gens qui s'abstiennent, ça peut être aussi des gens qui ne savent pas. Donc ça peut pas être considéré comme de l'abstention. Mais simplement, voilà, cette information existe, elle est communiquée. Bon, là, en l'occurrence, on a regardé tout à l'heure, là, cette notice en particulier n'est pas encore sur le site de la commission. D'accord. Bon, voilà, mais mais qu'il y a un petit retard à l'allumage. Voilà, ça mais arrive. voilà, il faut pas... C'est le jeu, hein. on lance pas des pierres sur Non, la non, commission, évidemment ce serait pas. très... mais- très cavalier de notre part. Voilà, parce que chacun, voilà, nous-mêmes, on tarde parfois, ça peut arriver, mais là, l'idée, c'est de dire, c'est que c'est pas parce que la notice n'est pas instantanément existante que les chiffres sont faux. En tout cas, nous, notre méthodologie, elle est la même pour chaque Oui, intention de déjà. vote. Donc évidemment, ces chiffres sont intéressants, ils peuvent évoluer avec dans le temps, Mm. mais pas de changement de méthode en cours de route. En tout cas, ça serait indiqué. Oui. Et donc pas besoin de suspicion de ce type. L'erreur, en tout cas, ce qui nous pend le plus au nez, ce serait simplement une erreur technique, pas une volonté de manipuler Oui. quoi que ce soit. C'est le rasoir d'Occam. Hein. Mhm. C'est qu'avant de suspecter que les gens sont méchants et malveillants, essayer l'hypothèse comme quoi c'est des manches, ils sont nuls et ils sont foirés. Parce que, Ouais. comme on a pu le dire d'autres fois, nous, notre but, c'est d'essayer d'être le plus proche de la réalité. Parce qu'il y a Bien un sûr. moment, il y a un truc qui s'appelle l'élection et on voit si on s'est planté ou pas. Mhm. Avec les sondages faits juste avant l'élection, je Ouais. précise. Donc nous, notre intérêt, c'est d'être dans la réalité. Oui. Ça peut... Donc si on n'est pas dans la réalité, c'est qu'on s'est planté. Ouais. C'est pas qu'on a tenté de dire un truc pas réel Mhm. parce qu'on est jugé là-dessus. Voilà, c'est Absolument. aussi bête que ça. Et je reviens juste sur le fait voilà, que cette donnée, la proportion de personnes qui ne se prononcent pas sur un sondage d'intention de vote, certains la mettent en avant dans leur livrable, Oui. ce n'est pas notre cas, Mhm. mais l'info, comme tu disais Paul, est disponible publiquement Oui. via la commission des sondages. Alors, je sais pas si tu veux montrer peut-être. Une notice L'ancienne notice, je t'ai envoyé un lien. Alors ça commence C'est exactement comme le rapport d'études, c'est-à-dire si vous allez sur notre site IFOP, vous ouvrez... Bah attendez, est-ce que je l'ai ouvert? Bah oui, je l'ai ouvert, il est là. Donc regardez, ça c'est le rapport d'intention de vote. Alors c'est pas la notice de ce sondage-là, hein, mais ça se ressemble. Vous ouvrez le rapport, voilà, page de garde, sommaire, c'est joli, et la méthode. Donc là on vous dit notamment qui on a interrogé, l'ensemble des Français, le nombre de gens, quelle méthode, donc méthode des quotas, quel quota, quelle variable, etc. Et quand est-ce qu'on a été réalisé ces interviews. Parce qu'évidemment, c'est extrêmement important. Si vous avez un mec, je vous dis n'importe quoi, la veille de l'élection présidentielle 2017, du premier tour, il y a un gars qui arrive qui vous dit « Ah, j'ai un sondage avec Fillon à 35%, 1%, mais qu'il a été réalisé 4 mois avant les affaires, il se fout un peu de vous. Donc voilà, donc c'est très important de savoir quand a été réalisé un sondage. Voilà, ça c'est comment se présente le rapport. Je bascule sur la notice, boum. Or, c'est pareil, ça se ressemble. Donc on dit la taille de l'échantillon, la méthode, mode de recueil, on précise des choses qui sont demandées par la commission, c'est dans la loi qui nous demande voilà, comment ont été placées, si les questions faisaient suite à autre chose, qui serait susceptible d'influencer les résultats. Parce qu'en gros, si vous parlez pendant 20 questions du fait que l'écologie c'est génial, et que derrière vous posez une intention de vote, pour dire ce que vous voteriez écolo, bah ouais, les gens ils vont plutôt un peu plus que d'habitude vous dire qu'ils votent écolo. C'est pour ça qu'elle passe toujours en premier dans un sondage, s'il y a autre chose. Toujours en premier parce que il faut pas la polluer. C'est ça. Toujours. Voilà. Très bien. Paul et Louise, un petit mot à ajouter peut-être, parce qu'il est l'heure de nous quitter. Moi, c'est bon. Moi, c'est bon aussi. Ok, bon, bah, je me débrouille. Merci pour ce soutien collégial. Non, d'abord merci à tous.
Merci aux viewers passés, présents et futurs. Merci à ce chat qui était très vivant d'ailleurs. Ça s'améliore. Toujours. Donc n'hésitez pas à revenir. Attends, je sais que oui, quand même. N'hésitez pas à revenir, à partager ça, à ramener d'autres gens si ça vous plaît ce qu'on fait. N'hésitez pas à nous poser vos questions, maintenant en différé par tous les canaux, on est preneurs. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Est-ce qu'il faut qu'on améliore des choses? Est-ce qu'il faut qu'on passe à un régime matriarcal total et qu'il n'y ait plus que des intervenantes, par exemple, devant cette caméra, alors qu'on a fait un effort aujourd'hui quand même? Non, c'était pas un effort, ça se fait tout seul, parce que le milieu des études est un milieu très féminisé, hein, c'est 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes. Ouais. Donc, Prenez-en de la graine, les autres milieux. Le prochain numéro, jeudi 25, midi, même lieu, même heure. Donc c'est jeudi, hein. Là on l'a fait mercredi exceptionnellement, pardon, pour cause de jour férié, mais jeudi 25, midi, voilà, j'essaie de bien ménager mon effet de À quit. bientôt. C'est ça. Ça Ouais, marche mieux comme ça. on aurait dit un longue vie et prospérité de Ouais. Spock, je suis client. Si je sais le faire. C'est cette main, j'arrive pas. Bref. Ah putain, j'arrive pas. Bon, Bon, bref. à la prochaine. À la prochaine.